Voilà, donc bonjour, bienvenue à tous. On est ravis de votre présence, de vous voir si nombreux pour ce temps qu'on va passer ensemble. Donc, il est 16h33, on sera ensemble jusqu'à 18h. Donc, cet atelier, comme vous le savez, portera sur les outils no-code et no-code avec la Power Platform de Microsoft. Donc, c'est un atelier qui s'inscrit dans le cadre des rendez-vous numériques HUP avec Microsoft, qui sont des rendez-vous organisés régulièrement autour de l'accessibilité numérique et des enjeux numériques pour les entrepreneurs. Donc, pour rappel, HUP Entrepreneur, je ne sais pas si tout le monde nous connaît ici. HUP Entrepreneur, on est une association qui représente et qui accélère la réussite d'entrepreneurs en situation de handicap. Je ne vais pas revenir en détail dessus, mais si vous souhaitez nous contacter pour en savoir plus, c'est avec plaisir. Donc pour cet atelier, je suis en présence de Aurélie Naon, qui est notre interprète LSF pour cet atelier. Donc bonjour Aurélie, merci d'être avec nous. Bonjour à tous. Bonjour Aurélie. On est également en compagnie de Philippe Crotin, qui sera notre intervenant pour cet atelier. Si pour certains, vous avez déjà participé à des ateliers numériques avec Microsoft, vous devez le connaître. Sinon, Philippe, je te laisse la main pour te présenter et puis on peut directement commencer avec cet atelier. Ok, donc oui, bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je suis Philippe Crotin, je suis le directeur de la mission handicap de Microsoft France et des sujets d'accessibilité numérique. Alors le sujet qu'on va voir aujourd'hui va bien au-delà en fait des sujets d'accessibilité numérique pure. On va pas uniquement parler d'accessibilité numérique, si ce n'est que dans la deuxième partie de la présentation, vous verrez, on va parler de l'accessibilité des Power Apps. Donc je vais vous partager tout de suite mon écran. Et je remercie à l'avance Aurélie qui va avoir la difficulté d'utiliser tous les termes techniques et de les traduire en LSF. Donc, bon courage à elle. Hop, voilà. Donc, est-ce que vous voyez bien la présentation? Normalement, ça doit être le cas. Oui, on voit bien. Oui, on voit bien. Ok, très bien. Alors, on va parler de la Power Platform et on va, dans un premier temps, faire une petite introduction sur qu'est-ce que c'est finalement que la Power Platform Microsoft et à quoi ça sert. C'est ça qui est important. Le point numéro 1, c'est de se dire que finalement, jusqu'à présent, on avait tendance à développer des applications. Mais pour développer des applications, il faut des développeurs. Et bien entendu, les développeurs ne sont pas forcément aussi disponibles que souhaité, quelles que soient les sociétés dans lesquelles on est, qu'on soit dans une start-up, qu'on soit dans une petite structure. Mais même dans une grande entreprise, finalement, c'est compliqué parce que développer une application, ça prend du temps entre la conception, le développement, les tests, même si on travaille en mode agile, etc. Il n'empêche que ça prend beaucoup de bande passante en fait à ces développeurs. Et on a estimé que d'ici, au cours des 5 prochaines années, en fait, il y aura plus de 500 millions d'applications dans le monde qui vont être développées, ce qui est considérable. Donc, plus que toutes les applications qui ont été créées depuis les 40 dernières années. Alors, ça s'explique beaucoup parce qu'en définitive, on essaye d'optimiser au maximum un certain nombre de processus et la plupart des entreprises ont démarré leur transformation digitale et dans le cadre de cette transformation digitale, essayent d'optimiser tout ce qu'elles peuvent optimiser. Donc, non seulement finalement automatiser des tâches relativement simples, mais aussi créer des rapports pour être capable de piloter de façon beaucoup plus agile les entreprises. Ça nécessite aussi quelque part, et on le voit, on a davantage finalement de métiers qui utilisent les solutions numériques. Et dans la mesure où il y a davantage de métiers qui utilisent ces solutions, forcément, on a besoin finalement de développer des applications pour ces différents nouveaux métiers qui utilisent les outils numériques. Alors, dans les estimations qui ont pu être faites aujourd'hui, 70% des prochaines applications développées par les entreprises utiliseront des technologies à faible code ou sans code, donc d'ici 2025. Alors, pourquoi autant? Non seulement pour faire face aux difficultés de ces développeurs, mais les outils sont de plus en plus simples à utiliser pour permettre à des gens qui n'ont pas de formation spécifique au développement applicatif de pouvoir quand même faire tout un tas de choses et automatiser tout un tas de sujets ou de tâches qu'ils étaient amenés à réaliser.
Donc, sans forcément faire appel justement à l'informatique ou à des sociétés extérieures pour les développer. Alors, en fait, on a beaucoup en fait, de développement low-code qui vont permettre de répondre justement à un certain nombre, à de nombreuses d'ailleurs, scénarios de transformation. Et donc, on s'aperçoit finalement que l'impact sur les entreprises du low-code va être beaucoup plus important quasiment que les développements d'applications, on va dire, traditionnels, donc avec du code informatique. Et donc, on va parler, dans le cadre de cette présentation, on va parler justement de la Power Platform. Alors, la Power Platform, c'est la plateforme de Microsoft qui intègre tout un tas de solutions, de produits qu'on va voir dans le détail. L'objectif, c'est vraiment de créer des applications très, très personnalisées, donc qui vont répondre réellement à vos processus métiers, à des problèmes administratifs que vous pourriez avoir et que vous souhaiteriez régler, à tout un tas de process que vous souhaiteriez automatiser. Ça va permettre aussi finalement d'interconnecter différentes solutions. Vous avez peut-être des sources de données diverses et variées qui peuvent être des sources de données qui sont gérées par vous-même à travers des feuilles Excel, à travers des bases de données, à travers des documents non structurés. Mais vous allez aussi peut-être croiser ça avec des données de marché, avec des données récupérées sur Internet, avec des données fournies par des fournisseurs ou des partenaires avec qui vous travaillez. Donc, tout ça, ça représente beaucoup de données. Et donc, il faut une plateforme qui soit facile à utiliser, qui va vous permettre de rapidement croiser toutes ces données pour déboucher sur les développements que vous souhaitez mener. Voilà. Donc, c'est un peu ça l'enjeu finalement de la Power Platform. Alors, regardons maintenant un peu en détail ce que c'est que cette Power Platform. Donc, ça couvre, la Power Platform, elle couvre à la fois des sujets autour d'Office 365, d'Azure, donc le cloud de Microsoft, Dynamics 365, qui permet de gérer toute la partie CRM, enfin, il y a toute une partie RH aussi qui peut être gérée dans Dynamics 365, et puis tout un tas d'applications autonomes que vous souhaiteriez développer à travers ces solutions. Alors, il y a globalement, si je résume, il y a 5 types de solutions qui existent aujourd'hui. Première solution, les Power Apps qui permettent de développer des applications. Donc, on va voir un peu plus loin en détail chacune de ces applications. Mais les Power Apps permettent de faire du développement application. Vous avez Power Automate, qui est un outil qui permet d'automatiser des processus, donc de définir un workflow et d'automatiser ces processus. Vous avez Power BI, qui est un outil de reporting, mais au-delà d'un outil de reporting, c'est un outil qui est capable de croiser différents flux d'informations et de générer des reportings qui sont dynamiques, donc qui ne sont pas statiques, mais qu'on va pouvoir faire évoluer. Vous avez Power Virtual Agent. Power Virtual Agent, c'est un outil qui permet en fait de créer des bots, donc voilà, des chatbots conversationnels de façon intelligente. Donc, on l'alimente avec des données, on lui fait un peu de paramétrage et puis derrière, il est capable finalement de gérer toute cette partie, on va dire, interface intelligente entre l'utilisateur et votre plateforme. Et enfin, vous avez Power Page qui permet finalement de créer des sites web externes plus facilement, donc avec du low-code, toujours pareil. Donc, Power Apps, c'est plutôt des applications. Power Page, c'est plutôt des sites Internet. Et tout ça va s'appuyer sur tout un tas de données ou d'éléments qui vont être transverses à ces différentes solutions. Donc, vous avez des connecteurs, data connectors. Data connectors, ça permet en fait d'ajouter tout un tas de connecteurs préconstruits ou de connecteurs personnalisés avec vos propres sources de données. Donc, c'est un environnement dans lequel vous allez pouvoir à la fois bénéficier de connecteurs. Alors, quand je parle de connecteurs, c'est des moyens d'accéder à des sources de données différentes. Par exemple, un connecteur SAP. Par exemple, un connecteur pour se connecter à n'importe quelle application que vous auriez acquis, un logiciel que vous auriez acquis qui met en open data, par exemple, ces données ou qui offre une API pour se connecter. À travers Data Connector, vous allez pouvoir interroger cet environnement-là et du coup, ça rendra transparent l'accès aux données.
Donc, que l'on utilise finalement des données qui viennent d'un fichier Excel, d'une base de données, d'une application métier, peu importe, pour des solutions comme Power Apps, Power BI, etc., pour ces solutions-là, ça va rendre transparent l'accès à ces données. Vous avez AI Builder qui vous permet d'intégrer assez facilement des petites capacités d'intelligence artificielle low-code. Donc, ça vous permet notamment, par exemple, si vous avez besoin dans une application de faire de la reconnaissance d'images, de faire de la reconnaissance de documents, je ne sais pas, de la reconnaissance de codes postaux, par exemple, qui pourrait être un sujet de reconnaissance d'images, ou de la reconnaissance de factures pour pouvoir les trier, etc., vous allez pouvoir utiliser AI Builder pour pouvoir, petit 1, définir un modèle et commencer à l'entraîner, et petit 2, utiliser ce modèle en production par rapport à ce que vous avez prévu de faire avec le modèle. Vous avez aussi Microsoft Dataverse. Alors, Microsoft Dataverse, c'est un environnement qui permet d'unifier, de standardiser les données. Donc, on l'utilise pas mal pour standardiser les données au niveau de Teams, et on va en parler un petit peu plus tard. Vous avez PowerFX, qui est un langage de programmation. Donc, c'est un langage de programmation qui est propre à la Power Platform, donc qui est assez simple d'usage. Donc, ce n'est pas un langage de programmation comme je sais pas, Visual Basic, C++, etc. C'est un langage de programmation qui est assez basique à apprendre, mais qui va vous permettre d'aller un peu plus loin sur ce que vous voulez faire avec les données. Donc, c'est un petit peu plus que du low-code, entre guillemets. Et puis, vous avez tout un tas d'outils de management, en fait, qui permettent de s'assurer qu'on a bien l'accès, la sécurité, la gouvernance sur tout ce qui va être utilisé dans le cadre de cette Power Platform. Tout ça pouvant, bien entendu, être intégré à la plateforme Teams, puisque Teams, c'est une plateforme sur laquelle on va pouvoir intégrer tout un tas, on va pouvoir bénéficier finalement de cette Power Platform à travers l'utilisation de Teams. Alors, c'est quoi l'intérêt d'utiliser Teams pour ça? L'intérêt, ça va être principalement de pouvoir bénéficier à la fois du store. Donc, vous avez une application, vous voulez la publier, vous allez pouvoir la publier sur le store de Teams. Ça veut dire la mettre à disposition des clients potentiels. Ça veut dire ne pas avoir à gérer toute la partie achat, par exemple, qui vont être gérés par le store de Teams. C'est aussi un moyen de pouvoir promouvoir assez facilement vos applications à travers cette plateforme. Donc, de temps en temps, on peut être amené à créer une Power Apps de façon complètement standalone, donc complètement séparée de Teams, parce qu'on veut pouvoir l'utiliser en dehors de Teams, mais on veut pouvoir aussi l'intégrer dans la plateforme Teams pour qu'elle puisse bénéficier à la fois de l'environnement complet et puis du store associé. Alors, ça fait beaucoup de solutions, ça fait beaucoup d'applications. L'objectif, finalement, c'est quoi? C'est de pouvoir plus facilement gérer tout un tas de choses que l'on fait habituellement quand on fait du développement, entre d'un côté l'IT qui est spécialisé finalement sur le développement informatique, des développeurs qui savent intégrer des tâches complexes, qui savent créer des formulaires, qui savent faire des choses de cette nature, et les métiers qui ont des besoins. Donc, l'objectif de cet environnement, c'est de pouvoir améliorer, entre guillemets, les échanges entre les besoins d'un côté, l'IT de l'autre et les développeurs dans un troisième temps, et de pouvoir finalement offrir à travers cette plateforme tout cet espace collaboratif pour développer des applications beaucoup plus facilement. Alors, si on rentre un petit peu plus dans le détail de chacune des applications, on va refaire un petit focus sur les différentes applications. On a par exemple, quand on développe des Power Apps, donc on peut à la fois créer des applications dites classiques ou des applications web, sachant que maintenant, on a quand même la nouvelle solution, celle que je montrais tout à l'heure, qui s'appelle PowerPage, qui permet de faire des sites web externes. Donc, on pouvait, au préalable, PowerPage n'existait pas, donc on pouvait le faire à travers Power Apps. Maintenant, on va plutôt avoir tendance à prioriser PowerPage pour faire cette partie web. Mais ce qui va être intéressant dans la partie Power Apps, c'est que je vais développer une application en low-code. Cette application en low-code, elle va pouvoir être utilisée aussi bien sur un ordinateur, sur une tablette ou sur un téléphone,
sans avoir besoin d'un développement particulier. Donc, ça veut dire que je vais la définir une fois pour toutes et elle va pouvoir être utilisée à travers différents médias, entre guillemets, enfin différents devices qui vont consommer en fait cette application. L'intérêt, finalement, c'est quand même de pouvoir la maîtriser parce qu'à travers cet environnement-là, je vais publier mon application. Ça veut dire que quelque part, je vais pouvoir quand même administrer ou en tout cas centraliser l'ensemble des applications Power Apps qui auront été développées dans une entreprise. Donc ça, c'est relativement important. On peut évidemment intégrer de l'intelligence artificielle. Je vous l'ai montré à travers AI Builder. On peut rajouter dans cette application de l'intelligence artificielle. Et donc, ça permet quelque part de pouvoir créer une application facilement. Je vais donner un exemple. Je veux créer une application dans laquelle je vais avoir un petit formulaire de saisie et puis je veux pouvoir faire, je sais pas, de la reconnaissance d'image ou intégrer une carte. Je vais pouvoir le faire très, très rapidement en une demi-journée. J'aurai créé mon formulaire, je l'aurai publié et on va pouvoir utiliser l'application sans problème particulier. Si on regarde Power Automate, alors pour aller sur Power Automate, on va sur le site flow.microsoft.com. Donc l'idée, on le voit sur le slide que je présente, on a la possibilité de définir on a la possibilité de créer réellement un workflow dans lequel on va pouvoir automatiser tout un tas de choses. Donc, grâce en fait à ça, alors on peut avoir sur la création de ce workflow, on peut utiliser Process Advisor. Process Advisor, quand je vous partagerai la présentation, vous pourrez les regarder. Process Advisor, ça va vous permettre de vous faire des recommandations sur votre process pour l'optimiser si nécessaire. Et puis, vous allez pouvoir aussi intégrer AI Builder, donc les sujets d'intelligence artificielle. Je ne sais pas, par exemple, un flow pourrait être de dire, quand je reçois un mail, qui est un mail formaté dans lequel j'ai un numéro de commande, j'ai un nom de personne, etc., je veux pouvoir alimenter une base de données. Sur réception de ce mail, je vais pouvoir créer en fait un flow qui va récupérer les informations correspondant au nom et prénom. Donc, je vais aller, par exemple, alimenter l'intelligence artificielle avec plusieurs mails qui auront été formatés. Lui va identifier les zones dans lesquelles il y a des changements et va être capable d'identifier à quel endroit se trouve le nom, à quel endroit se trouve le prénom, de façon à décortiquer l'information du mail et être en capacité derrière de pouvoir le stocker ou de pouvoir le réutiliser pour faire un message de réponse, par exemple, à l'utilisateur. Exemple, on m'envoie un mail pour me commander quelque chose pour ma société. Je vais avoir un process qui va récupérer en fait ce mail, va le décortiquer et va éventuellement utiliser les éléments contenus à l'intérieur du mail pour aller alimenter différentes applications, par exemple un processus de commande, par exemple une notification de bonne réception de la commande, etc., etc. Donc, on n'est pas obligé du coup de coder tout ça à l'intérieur d'une application métier qui serait complexe à développer. On va pouvoir le faire à travers un flow. L'intérêt aussi de le faire à travers un flow, c'est que ça va pouvoir être beaucoup plus facilement évolutif. L'inconvénient d'un développement spécifique, c'est si le processus d'une façon ou d'une autre change, je suis obligé d'aller modifier mon application et de la republier. De quoi ça sert? J'y comprends rien. C'est complètement absurde. Alors, il y a quelqu'un qui a son micro activé. Donc, l'intérêt en fait de ces flows, c'est vraiment de pouvoir vous permettre simplement en designant ce flow, de pouvoir réellement ne pas avoir à le faire à la main, entre guillemets. Voilà. Donc, quelque part, ça prend le temps nécessaire de vous dire, voilà, quand je reçois un mail, qu'est-ce que je veux faire de ce mail pour le traiter ? Et derrière, de pouvoir alimenter les différentes applications qui peuvent vous servir à traiter chacune des parties du mail, par exemple. Donc, ça permet vraiment d'automatiser tout un tas d'actions. Ne serait-ce que, par exemple, j'ai reçu un mail et je veux envoyer un accusé de réception, avec un accusé de réception un petit peu intelligent. Voilà. Exemple, on envoie un mail avec une pièce jointe
et on veut que cette pièce jointe elle soit stockée dans un répertoire particulier, ben, on va pouvoir le faire à travers Power Automate. Si je peux intervenir 2 secondes, Oui. Pardon Philippe, Bien sûr. j'avais un exemple, un cas d'usage vraiment en mode startup, un de Power Automate. Oui. Par exemple, c'est mes notes de frais. En fait, je prends en photo, comme beaucoup de monde, j'imagine. Les factures, notes de frais. Et ça envoie automatiquement un email au prestataire qui gère les notes de frais, les archives de manière légale. Et ça me l'enregistre dans mon espace OneDrive aussi, dans un espace dédié, dédié à l'archivage aussi, avoir une double copie, une double sauvegarde. Et ça le fait automatiquement avec Power Automate. Donc, c'est des centaines d'emails économisés par an. Là, en facturette, c'est pas des cafés à 1 euro, mais j'en ai plus de 500 par an à traiter. Donc, c'est quand même 500 mails, 500 actions gagnées en termes de temps. Donc, j'imagine que c'est quand même, ça doit se chiffrer à minima en quelques heures par an gagnées. Et ça, c'est typiquement avec du no-code. Il n'y a pas besoin de compétences techniques. En termes aussi de pricing, hein, c'est très accessible. Hein. Moi, j'ai un abonnement à 4,20 € par mois. Bon, j'en profite hein, pour faire la publicité de Microsoft 365. Mais si vous avez quelqu'un qui fait ça par an, qui est payé 4,20 € l'heure, voire moins, bon courage, quoi. C'est vraiment un gain de temps et même d'un point de vue business aussi, un gain financier qui n'est pas négligeable. Voilà, je me permettais de rebondir un peu sur à quoi ça sert. Certes, il y a des cas d'usage qui sont plus peut-être adaptés à des grands comptes où il y a plusieurs départements distincts et bon, quand on est en une petite structure, on a un petit peu couteau suisse sur les bords hein, à tout faire. Mais voilà, pour vous donner un petit exemple qui, je pense, peut être assez universel, côté sympathisant et adhérent d'achat. Ouais, je ne te compléterai pas plus, Philippe, là-dessus, mais je tenais à rebondir parce que c'est vraiment du vécu de mon côté et je m'en sers depuis 3 ans pour te dire et j'en suis vraiment très satisfait de cette fonctionnalité qui à l'époque s'appelait Flow à l'époque. Voilà, exactement, bon. Ouais, c'est pour ça qu'il a gardé le flow.microsoft.com, mais effectivement, il a été rebaptisé Power Automate. Non, mais très bonne intervention. Effectivement, les cas d'usage sont tellement nombreux en fait qu'il y a plein de choses à imaginer parce que ça peut être effectivement, tu parlais des petites facturettes, des notes de frais, etc. Mais en fait, on fait plein de choses dans la journée de façon très, très automatique où on fait faire des choses à des prestataires qui pourraient être faits de façon très, très automatique à travers Power Automate. Donc, il faut se lancer. Il y a pas mal de didacticiels qui permettent d'apprendre à paramétrer un flux voilà, faut pas hésiter en fait à le tester. On peut le tester de façon gratuite. Hein, si vous allez sur flow.microsoft.com, vous avez la possibilité de le tester gratuitement et de voir si ça peut répondre à un certain nombre de vos besoins. Voilà. Alors après, on a Power Virtual Agent. Donc Power Virtual Agent, je ne vais pas m'apesantir de trop dessus. Donc ça permet de créer des robots conversationnels. Hein. L'idée, c'est on a souvent, si je veux faire un robot de réponse, il va falloir à la fois que j'ai quelqu'un qui est un peu spécialiste sur les données et puis un développeur pour pouvoir traiter en fait les différentes situations, les différentes interrogations que la personne va pouvoir faire. Là, j'ai repris un certain nombre de scénarios qui ont été mis en œuvre à travers Power Virtual Agent, donc à travers ces différents scénarios. Ça peut vous aider à comprendre un peu mieux à quoi ça sert, Power Virtual Agent. Par exemple, aide à la vente, problème de support. Donc, je vais avoir un chatbot. Si vous allez sur des sites e-commerce, par exemple, aujourd'hui, ou sur des sites, je ne sais pas, votre fournisseur de téléphonie va par défaut avoir un bot qui va être le premier point de contact de votre client. Donc, pour pouvoir essayer de qualifier un petit peu le besoin. Et si par hasard, le bot n'est pas capable d'aller au résultat, à la réponse souhaitée, là, à ce moment-là, on accède à un support humain, entre guillemets. Mais l'idée, c'est d'avoir aussi finalement quelque chose qui est disponible en H24. Donc, vous avez, je ne sais pas, une question très… je sais pas, une question récurrente sur mince, comment setupper ma box SFR, par exemple, je donne SFR au hasard. Typiquement, toutes les solutions ont été déjà plus ou moins décrites. On vient alimenter le bot et à travers là, on va pouvoir l'interroger assez facilement comme un moteur de recherche. Donc, ça va être simple. De la même façon, pour vos clients,
le fait de se dire que finalement, la mise en place d'un Power Virtual Agent, c'est pareil, c'est extrêmement simple à mettre en œuvre. Toutes les questions courantes que à la fois l'interne peut poser, je sais pas, on pose des milliers de questions aux ressources humaines dans des petites structures, voire dans des grosses. Ça prend du temps en fait aux gens pour y répondre, là où potentiellement un bot peut être plus efficace. Mais ça peut être des questions, donc soit pour de l'interne, ça peut être aussi des questions de vos clients sur, voilà, est-ce que la solution que vous proposez, elle permet de faire ceci, cela. Là, vous pouvez assez facilement mettre en place un agent qui va répondre en fait aux clients pour ça. Voilà. Ça peut être aussi un agent qui peut être amené à guider. Donc, par exemple, je ne sais pas, vous voulez renvoyer un article défectueux, vous pourriez avoir la personne au téléphone, mais ça vous prend du temps, ou alors il va falloir que vous payiez quelqu'un pour pouvoir servir de support. Là où le Power Virtual Agent pourrait vous donner le processus, par exemple, de renvoi. Donc, ça peut être assez intéressant. Alors, Power BI, je pense qu'un certain nombre d'entre vous connaissent. L'idée, c'est quoi? C'est dans un premier temps de pouvoir proposer à l'intérieur, alors ça peut être intégré à Excel, ça peut être sur une application sur Power BI Desktop, donc il y a une application à part entière, ça peut être en mode web. L'idée, c'est quoi? C'est de pouvoir croiser tout un tas de sources de données, comme vous le faites peut-être déjà avec des tableaux croisés dynamiques sur Excel, par exemple. C'est de croiser des données qui viennent de sources très, très différentes et de pouvoir derrière créer des rapports. Alors, il y en a quelques exemples qui sont proposés ici. Ça peut être des courbes, ça peut être des cartes, ça peut être voilà, tout un tas en fait, de types de rapports qu'on peut faire aussi quasiment dans Excel, mais de pouvoir les avoir de façon dynamique. Ça veut dire qu'on peut rajouter tout un tas de filtres de façon automatique. On va pouvoir dire quels sont, par exemple, si on veut filtrer sur des années un rapport, je vais pouvoir mettre le champ année comme étant un des filtres de mon rapport, ce qui fait que je vais assez facilement pouvoir consommer ce rapport ou naviguer dans mon rapport. Et ça, de la même façon, on n'a pas besoin d'être un expert, entre guillemets, du développement. On a besoin simplement de bien comprendre les données que l'on manipule parce qu'on a besoin de savoir voilà, comment croiser les données les unes avec les autres. On ne va pas croiser des données qui ne correspondent pas. Donc, il faut un minimum de connaissances des différents éléments que l'on va retrouver dans les données que l'on va croiser. Mais après, on va pouvoir assez facilement créer des rapports. Donc ça, c'est ultra efficace, quoi. Donc, à quoi vont servir ces rapports? Ça peut être de l'aide à la décision, ça peut être des rapports qui sont fournis à des clients, par exemple, je ne sais pas, sur un nombre de commandes passées par les différentes personnes d'un client donné. Je ne sais pas, vous avez un client qui a différents utilisateurs de votre solution, vous avez besoin de fournir un rapport régulier. Vous créez le rapport une fois pour toutes, vous avez juste derrière à refiltrer sur le mois ou sur l'année correspondante et ça peut générer automatiquement le rapport pour le client de façon figée si besoin, voire même donner l'accès à ces rapports directement à vos clients qui vont pouvoir automatiquement avoir une visualisation sur comment le service que vous proposez est utilisé en fait par votre entreprise cliente. Voilà. Donc ça, c'est des choses assez intéressantes à faire. PowerPage, donc c'est finalement quelque chose qui est assez récent, qui est disponible depuis pas si longtemps que ça en fait sur la Power Platform. Donc ça permet vraiment de créer des services web, des sites web en fait assez rapidement, donc de les créer, de les héberger évidemment, et vous allez pouvoir aussi administrer ces sites web assez rapidement à travers en fait PowerPage. Donc voilà, j'en dirai pas beaucoup plus. Sachant qu'après, derrière, le site web, il peut être consommé aussi bien sur un PC que sur un téléphone. Mais bon, vous avez donc du coup cette plateforme SaaS qui vous permet d'intégrer en fait facilement la création de ces sites. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, vous allez pouvoir bénéficier derrière de tout ce qui existe en termes d'outils, donc management de la plateforme, éventuellement mettre des rapports, des Power BI en fait à l'intérieur de vos sites web. Vous allez pouvoir aussi ajouter des formulaires qui viennent de Power Apps. Enfin, vous allez pouvoir croiser en fait les différentes solutions à l'intérieur en fait de
de votre environnement. Un point important, c'est le point d'entrée en fait de tout ça. Donc, il y a un lien Power Platform que je vais vous mettre tout de suite dans la discussion. Alors, une petite seconde. Je vais le copier et je vais vous le mettre dans la discussion. Hop. Qui en fait vous permet, donc vous avez ici les points d'entrée sur tout ce qu'on a vu, Power Apps, Virtual Agent, Power Automate, Power BI, Power Page, etc. Donc vous pouvez accéder en fait à travers cette plateforme de toute la documentation, des vidéos de présentation en fait, de l'utilisation de chacun de ces composants. Donc n'hésitez pas, il y a un certain nombre de cours aussi disponibles sur Microsoft Learn. Donc, si on veut aller sur Microsoft Learn, par exemple, regarder comment développer des Power Apps, vous avez un certain nombre de formations qui sont à disposition, qui vous permettent assez facilement de maîtriser la plateforme, même si vous n'êtes pas développeur. Donc, voilà, en fonction des solutions ou des challenges que vous avez en termes d'optimisation de vos processus, de vos développements applicatifs, etc., n'hésitez pas en fait à aller regarder cette Power Platform. Est-ce que déjà, par rapport à ce que j'ai présenté jusqu'ici, vous avez des questions? Alors oui, il y a déjà des questions qui ont été posées depuis le début. Je peux du coup te les résumer. Donc, il y a déjà Joanne qui demandait par rapport aux hébergeants des applications créées avec cette solution. Joanne, je ne sais pas si vous voulez prendre la parole pour préciser. Il posait des questions par rapport à RGPD et où sont situés les serveurs. Mais Oui. j'avoue que si on avait plus de contexte, ce serait peut-être plus simple. Alors non, mais c'est des questions assez traditionnelles sur la partie RGPD. En fait, la Power Platform, elle est connexe en fait à tout le cloud en fait de Microsoft. Donc que ça soit Office 365 ou que ça soit toute la partie, enfin tout ça c'est hébergé dans l'environnement Azure, sachant que l'environnement Azure en France est hébergé sur des serveurs qui sont hébergés en France. Donc, tout ce que vous avez en termes de données, d'applications, etc., est hébergé dans des serveurs français qui sont RGPD compliant, qui nécessitent quand même, parce que c'est des outils de développement, vous manipulez des données, vous manipulez des choses comme ça, donc c'est à vous aussi, entre guillemets, d'être respectueux de l'usage des données que vous allez faire. Si vous récupérez des sources de données que vous manipulez à travers Power BI, il faut que l'accès à ces sources de données vous soit octroyé, entre guillemets, ou vous ayez le droit de les manipuler. Mais bon, ça, c'est du bon sens, entre guillemets. Ce n'est pas lié à la Power Platform. Ensuite, la partie, cet environnement, cet espace Azure, en fait, est homologué aussi pour héberger de la donnée de santé. Donc, ça veut dire que si vous développez même une Power Apps, par exemple, qui manipule de la donnée de santé, pas de souci, il n'y aura pas de problème de compliance sur le stockage de cette donnée. Très bien, merci beaucoup. Il y avait Roquet qui demandait aussi si le développement en workflow rentrait dans la catégorie de no-code. Alors oui, oui, parce qu'en fait, un workflow, en définitive, c'est du drag and drop. Alors, sachant que, certes, quand on va regarder, quels que soient les outils, que ce soit Power Apps, que ce soit Power Automate, que ce soit, enfin voilà, tous les outils ont besoin, entre guillemets, d'avoir une petite formation pour les manipuler. Je veux créer un flow, si je crée un flow, de quels composants je vais pouvoir bénéficier, comment je vais pouvoir manipuler les données de ce flow, comment, enfin voilà, on a besoin de comprendre son fonctionnement. Là où on considère que c'est du low-code, c'est parce qu'il n'y a pas réellement de ligne de code à développer. Donc, il y a des choses à maîtriser, mais il n'y a pas de ligne de code à développer. Voilà. Okay. C'est juste en ça que c'est du low-code. Ok, super. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire dans le chat si jamais vous avez bien compris les explications de Philippe. Oui, parce que là, on voit par exemple dans le Power Automate qui apparaît à l'écran, on voit effectivement qu'il y a un certain formalisme entre guillemets sur les données. Donc là, par exemple, je veux créer une approbation, je vais utiliser un certain nombre de champs qui m'ont été envoyés en amont. Donc, il faut que je sois capable de savoir comment je vais insérer ces champs en fait dans mon formulaire d'approbation. Mais quelque part, c'est uniquement en drag and drop ou en cliquer par rapport à… Ce n'est pas plus compliqué, entre guillemets, que de faire un tableau croisé dynamique sur Excel, quoi. Ok.
Ok, très bien. J'ai d'autres petites questions. Joanne demandait aussi quelle est la différence entre PowerPage et SharePoint. Alors, en fait, SharePoint aujourd'hui, c'est finalement un petit peu analogue, si ce n'est que PowerPage aujourd'hui peut être utilisé pour développer des sites web externes. Là où un SharePoint, on peut, avec un peu de sécurité et voir en fonction de l'hébergement de l'environnement SharePoint à quel endroit il se trouve, on peut le faire également, mais on a une certaine analogie, on va dire, sachant qu'aujourd'hui, quand on va créer un site SharePoint, SharePoint est dans la continuité des produits que l'on a créés initialement. SharePoint, ça nécessite quand même d'avoir une connaissance aussi de l'usage de la plateforme. On pourrait considérer que développer, si on n'utilise que des composants standards dans SharePoint, on pourrait presque considérer que SharePoint, c'est aussi du low-code. Donc, on peut dire que ça peut être des solutions analogues. C'est simplement que PowerPage est intégré à la Power Platform, là où SharePoint est vraiment utilisé soit pour faire un site de présentation, soit pour faire un site de collaboration. Et SharePoint, c'est aussi le socle de Teams, puisqu'en fait, quand on crée un Teams, on crée un SharePoint sous-jacent, donc c'est aussi un environnement de stockage qui est à part entière, entre guillemets. Philippe, je me permets de rebondir justement à ta dernière remarque, parce qu'il y a eu une question juste avant qui avait été posée là-dessus, c'est est-ce que tous ces outils sont accessibles depuis Teams? Alors, tous peuvent être intégrés dans Teams. Ils ont tous, évidemment, on va utiliser des outils de développement, entre guillemets, alors quand je dis développement, des outils de création qui vont être différents quand je vais créer une Power Apps, quand je vais créer un Power Automate, un Power BI, etc. Ils ont tous leur environnement, entre guillemets, de développement ou de paramétrage, mais ils peuvent tous effectivement être intégrés et consommés à travers du Teams. Donc, je veux, dans Teams, créer, je ne sais pas, automatiser un flux. Quand quelqu'un va chatter, par exemple, je veux pouvoir faire une action particulière, je vais pouvoir utiliser Power Automate pour pouvoir le faire. Donc oui, ils peuvent tous être consommés à travers du Teams. Je peux intégrer un Power BI à l'intérieur de Teams. Et est-ce qu'ils sont tous accessibles, est-ce qu'ils peuvent tous être mis en place par une personne qui serait aveugle ou déficiente visuelle? Alors, c'est une bonne question. La question elle est que, par exemple, si on prend des exemples de Power BI, certes, je vais pouvoir, les différentes solutions sont accessibles. Maintenant, designer un rapport quand on est non-voyant, si le rapport est un peu complexe, entre guillemets, ça ne sera pas forcément simple. Je ne dis pas que c'est impossible, mais je dis qu'il y a un certain nombre de composants graphiques de restitution qui font que pour pouvoir tester ou valider le rapport, par exemple, qu'on aurait créé, ça va être plus compliqué. De la même façon, si je crée un formulaire dans Power Apps, je vais pouvoir le faire en étant non-voyant. Et donc, mon lecteur d'écran va m'indiquer à quel endroit sont tous les contrôles. Donc, normalement, je peux développer une Power Apps en utilisant uniquement un lecteur d'écran. Maintenant, est-ce que c'est simple? En tout cas, je n'ai pas, moi, l'expérience ou le recul nécessaire pour voir si c'est simple à faire. Je vais peut-être prendre deux autres questions et après, je te laisserai continuer la présentation. Il y avait une personne qui demande, donc Sanjo demandait, est-ce que BI, que tu as présenté avant, donc l'outil, au niveau de l'acronyme, ça voulait dire Behavioral Insight. Désolé pour l'accent. La partie BI, c'est ça? Oui. C'est Business Intelligence. C'est Power Business Intelligence. Okay. Ça marche. Ouais, Business Intelligence. Enfin, oui, c'est Business Intelligence. Donc, Okay. C'était au départ, Power BI, c'était au départ un outil qui était complémentaire à SQL Server. D'ailleurs, c'était vu comme ça. Donc, SQL Server étant finalement l'environnement de stockage de données, Power BI étant l'outil de restitution de ces données. Et en fait, Power BI, avec l'augmentation et Data Connectors, donc avec l'augmentation du nombre de connecteurs disponibles avec toutes les solutions du marché, voire même la possibilité de se construire son propre connecteur, fait qu'il est moins adhérent à SQL Server, il est plus générique dans sa capacité à croiser des données multiples. Voilà. Ok, parfait. Et dernière petite question du coup, avant de te laisser continuer. Il y a une personne, Joanne, je crois, qui demandait combien ça coûte.
Alors, c'est des solutions qui coûtent. Alors, tout à l'heure, on a eu un début de réponse. Alors, j'ai pas les coûts unitaires en fait de chaque solution. Donc, quand vous allez sur le point d'entrée que je vous ai donné tout à l'heure, c'est des pouillèmes d'euros par mois et par utilisateur. Ok, Donc, parfait. c'est pas des solutions extrêmement chères. Ça a un coût évidemment, mais c'est pas des solutions extrêmement chères par rapport entre guillemets à ce que ça peut faire gagner si on les utilise correctement. Donc, ce qui était dit tout à l'heure, hein, c'est de dire entre payer quelqu'un pour faire une tâche répétitive et mettre en place un Power Automate, franchement, ça va être extrêmement, extrêmement rentable de mettre en place un Power Automate. Et en plus, on a un risque d'erreur qui est forcément minime. Alors après, ça ne veut pas dire qu'il faut remplacer 100% des processus de n'importe quelle entreprise par des robots, hein. Ce n'est pas ça l'idée, hein. Mais c'est de se dire qu'il est préférable de payer quelqu'un à avoir de la valeur ajoutée par rapport à quelque chose qui justement sortirait entre guillemets du process et donc à faire de la qualité plutôt que d'avoir quelqu'un qui s'amuse à refaire quelque chose qui est barbant, quoi, hein. Je pense que quelqu'un, par exemple, qui va éditer des bulletins de salaire tous les mois, si ça n'a pas été externalisé, ce n'est pas forcément très, très amusant, quoi. On en crée un et ensuite, on aimerait bien que ça soit complètement automatisé. Donc ça, on pourrait le faire à travers cette plateforme. Ok, très clair. Merci beaucoup. Je me permets juste, Virginie, une petite minute. On avait un participant qui se posait un peu, qui avait un peu du mal à comprendre la mise en pratique de tous ces outils. Marc, si vous nous entendez, est-ce que vous auriez, par exemple, un cas en fait, pour lequel vous souhaitiez avoir des réponses? Vous disiez que voilà, vous ne saviez pas exactement comment formuler votre question, mais peut-être qu'en nous expliquant votre besoin, Philippe pourra répondre et vous donner justement une réponse par rapport à votre besoin spécifique. Je ne sais pas si Marc nous entend. N'hésitez pas en tout cas à écrire dans le chat si jamais il y a quelque chose auquel on peut répondre. Philippe, je te remercie, je te laisse continuer. Non, pas de problème. Alors, comme je le disais tout à l'heure, hein, ces solutions-là, elles peuvent complètement interagir les unes avec les autres, hein. Si je crée un rapport Power BI et je veux, par exemple, derrière un résultat erroné ou un résultat mauvais, par exemple, je sais pas, imaginons un tableau de bord de vente régional. Imaginons qu'une région elle soit sous-performante. On peut imaginer derrière une restitution d'un rapport d'utiliser Power Automate pour automatiser l'envoi d'un mail, par exemple, pour avoir un complément d'information auprès de la région correspondante ou aller récupérer du détail dans un autre rapport. Enfin, on peut imaginer de coupler, entre guillemets, ces différents sujets. Ce n'est pas forcément des choses qui sont toutes séparées les unes des autres. Elles sont vraiment interconnectées et s'appuient sur Dataverse qui va standardiser l'ensemble des données de façon à pouvoir échanger entre les applications. Imaginons, je sais pas, une Power Apps qui va, sur la base des informations d'un formulaire, alimenter un Power Virtual Agent qui va répondre derrière à une question qui pourrait être posée dans un formulaire Power Apps. On peut imaginer ça. Voilà, donc, tout ça, c'est interconnectable, entre guillemets. Le point vraiment majeur, c'est de pouvoir assez rapidement monter en compétence sur ces sujets-là, sans forcément y cramer des jours et des jours et sans forcément être obligé de recruter un ingénieur ou un développeur qui peut coûter extrêmement cher pour simplement de l'automatisation de certains processus. Si j'ai plus de questions par rapport à ça, je voulais aussi faire un petit focus sur la partie Power Apps et sur l'accessibilité, parce que c'est aussi un sujet, donc au-delà de la Power Platform telle que je vous l'ai présentée. Alors, je ne vous ai pas fait de démonstration, pardon, j'aurais pu aussi vous faire des démonstrations, mais il y a beaucoup de scénarios, beaucoup de démonstrations. Si vous avez des sujets qui vous intéressent, il y a une palanquée de vidéos qui sont disponibles en fait sur Internet pour vous présenter. Je pense que si vous cherchez n'importe quel type d'application, je ne sais pas, ce dont on parlait tout à l'heure, par exemple, avoir un flow pour automatiser le traitement des notes de frais, je pense que si vous faites une petite recherche sur Internet en rajoutant Power Apps Microsoft, vous allez très rapidement trouver une vidéo qui en parle.
Donc, ce n'est pas la peine forcément d'y passer beaucoup de temps. Le vrai point d'entrée, hein, c'est celui que je vous ai mis en fait dans le chat, hein, c'est celui-là. Et dans cette documentation, vous avez des vidéos, vous avez des formations donc, qui vous permettront, en fonction des solutions, de pouvoir monter en compétence sur chacune. Partons sur l'accessibilité des Power Apps. Donc, on l'a vu, hein, le fait finalement de faire du low-code, c'est assez bénéfique parce que ça réduit les coûts de développement, ça permet finalement d'être plus agile, de pouvoir modifier plus rapidement des applications et des solutions. Mais il ne faut pas oublier en fait, que quand on développe notamment une Power Apps, il faut aussi, de la même façon que n'importe quelle application, la développer de façon accessible. Donc, ce n'est pas parce qu'on fait du low-code qu'on va faire du développement non accessible. Il faut en tenir compte. Alors, déjà, dans un premier temps, lorsque l'on utilise l'outil pour développer sa Power Apps, cet outil en fait, dispose d'un vérificateur d'accessibilité qui permet de remonter un certain nombre de problèmes, d'erreurs qui peuvent apparaître. Et donc, quelque part, en utilisant ce vérificateur d'accessibilité, on a une liste en fait, de choses à fixer sur son application. Donc ça, c'est un point important. Alors, je vais lister des points aussi qui sont intéressants. C'est que quand vous allez vouloir tester une Power Apps, vous allez vouloir la tester donc, soit sur un téléphone, soit sur un PC, puisque vous allez pouvoir consommer votre Power Apps aussi bien dans le cadre d'un téléphone Android, d'un téléphone iOS. Donc, quand vous allez être sur Android ou iOS, il va falloir activer le lecteur d'écran, hein, que ce soit VoiceOver sur iOS ou le lecteur d'écran d'Android, c'est pareil. Pour un PC, vous allez pouvoir utiliser le narrateur, mais de la même façon aussi que pour n'importe quelle application Windows, vous allez devoir regarder le contraste de vos écrans, regarder si les couleurs sont adaptées pour des problématiques diverses et variées. Donc, vous allez pouvoir en fait et devoir setuper un environnement de test pour vérifier l'accessibilité. Alors, si on regarde les points principaux à considérer, donc dans une Power Apps, finalement, ils sont… il y en a ici 3 familles. Première famille, mais finalement, je vais enfoncer des portes ouvertes par rapport à des développements dits standards et pas low-code. La première chose, c'est la navigation sur les écrans. Il faut bien entendu pouvoir naviguer avec, par exemple, sa touche de tabulation. Par défaut, quand on rajoute des contrôles sur un formulaire, enfin sur une application Power Apps, la valeur ce qu'on appelle tab index du contrôle en question est positionnée à 0, ce qui fait qu'en fait, il n'est pas manipulable par la touche de tabulation. Donc, la responsabilité du développeur, c'est de numéroter les différents contrôles en partant de 1 jusqu'à X sur son écran de façon à ce que lorsque j'appuie sur ma touche de tabulation, je navigue d'un champ à un autre de façon logique, entre guillemets. De la même façon, il faut pouvoir naviguer de façon simple et fluide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur un formulaire, je ne vais pas m'amuser à mettre 12 milliards de champs différents. Il est préférable d'avoir une ergonomie avec un nombre de champs réduit, de façon à ce que déjà, entre un téléphone et une application Windows, on ait quelque chose de raisonnable en termes de navigation. Et puis, il faut être capable aussi, dans une application, de faire un regroupement logique des différents champs. Par exemple, si j'ai une zone dans laquelle je dois saisir une adresse, quelque part, je vais regrouper les différents contrôles, que ce soit la rue, le code postal, la ville, etc. Je vais les regrouper dans un champ qui va me permettre de décrire finalement ce qui est là. Par exemple, adresse d'expédition ou adresse de livraison. Ce qui me permet de pouvoir, pour une personne qui utilise un lecteur d'écran, d'avoir une description globale de l'ensemble des champs avant de rentrer en champ par champ. Si je ne fais pas ce regroupement, quand je vais naviguer sur mon formulaire, on va me dire rue, code postal, ville. Donc après, on peut se dire, OK, c'est bon, mais imaginons un champ derrière qui soit région. Est-ce que région est la région associée à mon adresse ou est-ce que région est un champ qui m'est demandé pour une autre raison? Donc, ce regroupement logique a vraiment un sens. Deuxième principe, c'est l'affichage.
La couleur et le contraste, hein, évidemment, comme dans n'importe quelle application. Hein, donc, on peut s'assurer quelque part que le contraste d'une application Power Apps soit suffisant. De la même façon, on va définir des tailles de boutons. Donc, il faut être sûr que le bouton que l'on va créer soit suffisant et qu'on puisse le sélectionner. Imaginons quelqu'un de malvoyant qui, certes, peut utiliser peut-être une loupe quand il va utiliser son application, mais si le bouton est tout petit et rikiki, ben forcément, il sera compliqué à manipuler. De la même façon, on a un champ au niveau des différents contrôles que l'on va positionner sur une Power Apps qui permet en fait de définir la couleur de sélection. Si on ne définit pas la couleur de sélection, ça veut dire qu'on ne met pas en évidence, quand j'appuie sur ma touche de tabulation, on ne met pas en évidence le contrôle actif et donc quelqu'un de malvoyant, de la même façon, risque d'avoir des soucis pour naviguer sur la Power Apps. Derniers éléments à considérer, c'est le lecteur d'écran. Hein. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que par défaut, quand je crée différents écrans dans une Power Apps, la Power Apps, les écrans vont s'appeler page 1, page 2, page 3. C'est intéressant, mais on peut, au niveau de ces pages, renommer les pages pour dire bah, ça, c'est la page d'accueil, ça, c'est une page de chargement, ça, c'est un formulaire, etc., etc. Donc, le fait de renommer les différents écrans avec un nom clair, ça va améliorer l'accessibilité ou en tout cas la compréhension de l'application par une personne qui utiliserait un lecteur d'écran. Le fait de pouvoir rajouter un label, donc il y a au niveau des champs avancés d'un contrôle, il y a ce qui s'appelle Accessible Label, donc qui est finalement la zone de description du champ. Donc c'est intéressant d'y penser aussi. Pareil pour les lecteurs d'écran. Et puis ce dont je parlais tout à l'heure, hein, éviter d'avoir beaucoup trop de champs sur un écran. Alors, je ne vais pas donner de chiffres, mais bon, éviter d'avoir trop de champs sur un écran, parce que sans ça, c'est compliqué de naviguer sur un écran trop complexe. De la même façon, vous savez que votre application, elle peut être consommée à la fois sur un PC ou sur un téléphone ou sur une tablette. Donc, quelque part, il faut obligatoirement définir vos tailles de façon proportionnelle. Donc, proportionnelle par rapport à la taille de l'application, aussi bien en hauteur qu'en largeur. De la même façon, la longueur et la largeur, il faut plutôt les définir proportionnellement aussi. Donc, de ne pas définir une valeur fixe sur une largeur, par exemple, d'un champ, parce que si je change de device, donc si je passe d'un écran de type PC où j'ai un champ qui fait une certaine longueur et puis je passe sur un téléphone, ben mon champ risque d'être tronqué. Alors que si je le fais proportionnellement à l'endroit dans lequel je me trouve, par exemple, ce champ se trouve dans un groupe, ce groupe étant lui-même rattaché finalement à la taille maximum des applications, eh ben, ça va être dynamique. Donc, quand je vais changer la taille, automatiquement, le champ va changer de taille également. Donc, ça, c'est important. On a aussi une notion de layout container, donc pour pouvoir quelque part d'abord définir la structure de son écran. Donc, comme on le fait d'ailleurs avec SharePoint, hein, est-ce que j'ai deux colonnes, est-ce que j'ai une colonne à gauche et puis après différents éléments à droite, enfin, comment va se structurer ma page. Et puis derrière, à l'intérieur, on va pouvoir rajouter des contrôles. Et puis après, alors sur des tablettes ou sur des téléphones, je crois que ça marche aussi sur des téléphones, la possibilité, lorsque je passe d'horizontale à verticale, de pouvoir automatiquement gérer la taille de l'écran. Donc ça va être géré aussi avec un paramètre qui s'appelle Scale to Fit. Si vous voulez avoir des détails sur la partie accessibilité Power Apps, vous trouverez dans la présentation un lien, alors qui est un lien vers une présentation en anglais, mais qui est plus détaillée en fait que ce dont je viens de parler. Philippe, on avait simplement deux questions de Rokia par rapport à la Power App, donc Oui. je pense que c'est plus pertinent de les poser maintenant. Elle demandait si ça fonctionnait bien sous forme de briques de code à assembler. Alors, oui, alors oui, on peut. Alors, est-ce qu'on peut aller plus loin dans la question briques de code à assembler? Je ne sais pas si Rokia, vous nous entendez, que je n'aurai pas d'infos supplémentaires de mon côté.
On va la laisser peut-être répondre. Recueil je suis dans les transports en commun, excusez-moi. Pas de souci. Est-ce que vous pourriez répéter, s'il vous plaît? Oui, la question, c'était… Enfin, je n'ai pas tout à fait compris la question. Je voulais un petit peu plus de précision sur la question. Oui, en fait, je vais chercher de la donnée sur une thématique bien particulière, qui est celle de l'éducation alimentaire. Oui. Donc, pour ça, Ghost, c'est parfait. Ça me permet d'aller chercher beaucoup de données. Oui. Ensuite, moi, en fait, mon projet, c'est une application de prévention et d'éducation alimentaire à destination des sportifs amateurs. Oui. Et donc, pour ça, il y a énormément de données disponibles sur Internet. Et ma problématique principale, c'est, en tout cas pour l'application test, c'est pas trop de contenu, parce que c'est des enfants qui ont entre 7 et 12 ans. Et en fait, moi, ce que je voulais, c'était aller chercher de la donnée qui correspondent à ce que je veux. Et ensuite, une fois que c'est dans l'application, faire le tri et supprimer au fur et à mesure. Voilà. Alors oui, alors vous pouvez gérer ça de façon très différente parce que vous pouvez très bien créer un workflow vous pouvez très bien créer un connecteur custom qui va aller chercher de la donnée, je ne sais pas, sur un site internet ou sur une source de données externe que vous n'auriez pas, de façon à pouvoir venir la puiser et venir alimenter une base de données ou un repository que vous auriez de votre côté, ce qui vous permettra derrière, vous pouvez dédoubler les données. Donc, le dédoublonnage des données, c'est quelque chose qui existe dans la partie Power BI. Donc, vous êtes capable de dédoubler des données facilement à travers Power BI. Et donc, le rapport final, entre guillemets, c'est un flux de données à proprement parler que vous pouvez ensuite afficher dans une Power Apps. Donc, alors, sachant que moi, je n'utilise que mon smartphone comme ordinateur. Oui, mais les données que vous avez donc, récupérées, vous les récupérez. Je travaille principalement, en fait, mes recherches, je les fais sur mon smartphone. Et j'essaye souvent de trouver les outils qui ont une version smartphone applicative. Donc ça, c'est la particularité de la manière dont je travaille, parce que comme je suis dyspraxique avec des difficultés visuelles, spatiales et temporelles, le smartphone est vraiment en fait l'outil sur lequel je suis le plus à l'aise. Votre Power Apps, elle pourra très bien être publiée sur votre smartphone, donc là-dessus, vous n'aurez pas de souci. Après, la question, c'est surtout sur la collecte des données que vous faites, c'est-à-dire est-ce que c'est des données que vous collectez voilà, sur l'application en elle-même ou est-ce que c'est des données que vous récupérez à droite, à gauche? Donc, je récupère sur des sources officielles, ministère des Sports ou vraiment des données publiques qui sont finalement ouvertes à tout le monde et utilisables par tous. OK. Mais les sources de données, c'est des sources de données structurées ou c'est uniquement de l'information sur des pages? C'est des sources de données déjà structurées. D'accord, OK. Dans ces conditions, vous avez forcément un connecteur où vous pouvez facilement créer un connecteur que vous pouvez consommer à travers votre Power Apps. Donc ça, c'est facile à faire. Oui, en fait, je reprends le travail de prévention qui est fait notamment par les assureurs santé et par le ministère. Oui. Donc, c'est de la donnée qui est déjà structurée, qui est déjà validée, qui est grand public. Et donc, je peux réutiliser en citant la source. Oui. Donc, c'est vraiment ce type de données déjà structurées que je vais prendre et que je vais moi ensuite mettre dans l'application Miam Sport. Oui, dans ces conditions, pour moi, vous pouvez utiliser les connecteurs, le flow, pour vous créez un connecteur qui va récupérer la donnée, donc qui se plug sur les données publiques. À partir du moment où vous avez récupéré ça, vous pouvez mettre en place un flow qui va récupérer ces données et les enregistrer où vous voulez ou les dispatcher où vous voulez en fonction de vos besoins. Et après, ces données, une fois que vous les avez en propre,
vous pouvez soit les afficher sur une application, sur un site web, enfin, je ne sais pas après ce que vous ferez des données, entre guillemets, voire faire des statistiques à travers du Power BI. Donc, toutes ces choses-là, vous pourriez les manipuler à travers la Power Platform. Après, le point, et d'ailleurs, notre discussion me fait un petit peu écho à ce que je vais dire maintenant, c'est que la principale difficulté en fait, de la Power Platform, c'est d'être capable de décomposer en tâches unitaires, enfin de décomposer en éléments unitaires une problématique qu'on a. La problématique là qui était évoquée, c'est j'ai des données publiques qui sont structurées. De l'autre côté, je veux pouvoir les analyser, les dédoubler et les consommer, soit sur un site web, soit sur une application. Quelles sont les étapes que je vais mettre en place pour pouvoir atteindre mon objectif? Et donc, l'étape, ça va être de pouvoir accéder à la donnée avec un connecteur, dédoubler avec peut-être du Power BI, mettre en place un flux ou un flow pour pouvoir traiter ces données et éventuellement les enregistrer quelque part ou les mettre sur une page et puis ensuite les consommer à travers une Power Apps enfin, voilà, en fonction de ce qu'on veut faire, voire même les consommer à travers un chatbot si c'est ce qui est souhaité, quoi. Ah, ça, c'est hyper intéressant, merci. C'est vrai qu'avec un chatbot, on poserait la question et puis, ouais, ça peut être assez sympa et agréable à utiliser pour les enfants. Oui, sachant que le chatbot, vous pouvez très bien avoir un chatbot et utiliser la partie relative à l'intelligence artificielle. Donc, c'est un chatbot que vous pourriez même interroger à la voix. Ah oui, ça c'est en plus c'est hyper inclusif. Avec des services cognitifs de plateforme. Voilà. Donc après, pour aller un peu loin dans ces trucs-là, il faut effectivement peut-être solliciter quelqu'un qui connaît bien la Power Platform pour voir un peu et vous accompagner en fait dans la structuration de votre projet. Mais je pense que c'est… Et ça se passe comment pour solliciter quelqu'un qui connaît un expert dans la Power Platform? Je pense qu'il y a pas mal de communautés qui existent en fait sur la Power Platform. Donc, sur la page que j'ai indiquée tout à l'heure, il y a ces communautés. Oui, sur le lien, oui. Oui, sur le lien. Donc, si vous allez sur la partie Power Apps, vous allez voir, il y a des aspects, des parties communautés. Alors, moi, je ne suis pas forcément… nous, on a quelques experts en interne côté Microsoft et on accompagne un certain nombre de grandes entreprises pour le faire. Maintenant, je pense qu'il y a pas mal d'experts externes qui peuvent être sollicitables. Donc, que ce soit… là, il faudrait se renseigner auprès des communautés pour savoir comment se faire accompagner. Moi, je n'ai pas forcément… Je posterai des messages en ce cas-là au sein des communautés pour voir qui a l'envie de m'accompagner là-dessus. Mais merci beaucoup et j'espère qu'il n'y a pas de droit de propriété pour la partie voix que vous m'avez soufflé et qui est très bien. Non, la partie voix, c'est les services cognitifs qui sont gratuits jusqu'à un certain niveau donc de sollicitation. D'accord. Quand on utilise modérément les services cognitifs, ça va. Si derrière, vous créez quelque chose que vous allez monétiser d'une autre, là, quelque part, ça devient des ressources payantes. Donc, ça dépend jusqu'à quel niveau vous allez aller dans l'utilisation de cette plateforme. En fait, là, on va surtout tester auprès des joueurs et des joueuses amateurs et amatrices. Oui. Donc, voilà. Et ensuite, on réfléchit pour savoir si l'application est gratuite ou s'il y a un abonnement forfaitaire de la part des clubs ou des sponsors. Mais ça, ce sera vraiment dans quelques mois parce qu'on veut vraiment se concentrer sur et co-construire avec eux. Et comme j'ai la chance de pouvoir les voir durant des événements et de remplir des questionnaires avec eux, on va leur souffler aussi l'idée de la voix, parce que pour le coup, ils sont souvent en mouvement. Oui, oui. Voilà. Sur les stades. Et la voix peut être à la fois parfait pour l'inclusion et parfait aussi pour l'utilisation que les jeunes sportifs vont en faire. Oui, et puis sur une application, enfin sur une application mobile, c'est vrai que c'est ça. Et en plus, j'utilise beaucoup de choses qui tournent autour de la voix, donc c'est un univers qui me parle bien aussi. Ouais.
Alors, je suis en train en même temps de regarder la tarification de la reconnaissance vocale. On a 5 heures d'audio gratuit par mois. Et puis après, on a voilà, 0,5 million de caractères gratuits par mois. Enfin bon, à voir par rapport au modèle, mais généralement, c'est assez en tout cas sur les tests que vous allez mener, je pense que ça sera relativement gratuit ce que vous allez faire. Effectivement, si vous commencez à avoir un déploiement assez massif de l'usage de l'application, bah là, ça deviendra des solutions payantes. Donc, vous avez intérêt à trouver un modèle économique qui vous permet Oui. de couvrir les frais, quoi, forcément. Oui. Pour l'instant, le premier modèle économique, c'est vraiment nos prestations durant les événements où on propose de l'anti-gaspillage spécifique au sport. Donc, on apporte des encas, en fait, issus de l'anti-gaspillage, mais qui répondent aux besoins physiologiques des jeunes sportifs amateurs. Donc, ça, c'est notre premier modèle économique. Et ensuite, on aimerait pouvoir, dans un second temps, avoir une application qui leur permette de devenir indépendants. D'accord, ok. En tout cas, merci Philippe pour vos réponses. Même, Oui, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, si. Ok, parfait. J'avais ensuite une autre question. Je suis désolée de presser un peu, je vois que l'heure avance. Christine demandait, est-ce qu'un site web construit avec PowerPage peut être conforme au RGAA ou au WCAG? Oui, alors nous, dans la mesure où on est une entreprise entre guillemets internationale, on s'appuie principalement sur WCAG2, donc niveau AA. Hein, donc oui, on peut créer des sites web conformes. De la même façon, on pourra les rendre conformes RGAA. Voilà, avec les mêmes problématiques que si je développe un site web classique, c'est-à-dire j'ai un certain nombre de choses auxquelles il faut que je fasse attention, mais c'est la même chose que ce que j'ai montré sur la partie Power Apps, c'est-à-dire voilà, il y a aussi des précautions à prendre, quelle que soit l'application que l'on crée, qu'on développe. Si on les développe proprement, on peut créer des sites conformes RG2A ou WCAG, ouais, sans problème. Parfait, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce qu'au niveau présentation, j'ai couvert à peu près tout ce que je voulais vous présenter en termes de solutions. Après, on aurait pu rentrer dans une solution et faire une présentation juste d'un des produits, mais vous avez vu la richesse du truc. Rien que sur… je ne sais pas si on veut faire une formation sur Power Apps, on va déjà y passer une journée normalement, histoire de maîtriser à peu près la plateforme. Donc, c'est compliqué de le faire pour chacune des solutions qu'on a vues là. Je pense que l'objectif de la présentation là, que je vous ai fait, c'est vraiment une overview pour vous présenter toutes ces briques. Sachant que côté Microsoft, on a tendance vraiment à pousser beaucoup cette intégration dans Teams. Alors, notamment parce que Teams est une plateforme, mais ça vous offre, ce que je disais tout à l'heure, hein, ça vous offre une marketplace, ça vous offre aussi un moyen et un lien finalement pour stocker de l'information, pour intégrer des workflows. Enfin, vous pouvez faire tout ce que vous voulez à l'intérieur de l'environnement Teams, quoi. Donc, ça permet vraiment d'unifier, entre guillemets, tout un tas de choses, d'applications, etc. J'aurais éventuellement une question. Oui. Je voulais savoir si éventuellement il existait un moyen de tester le produit sans forcément s'engager vers un abonnement pour voir si on arrive à faire avec. Alors, il y a tous un test gratuit sur quasiment tout ce que je vous ai présenté. Tout peut être testé gratuitement. D'accord. Mais c'est parce qu'en fait, moi j'ai voulu par exemple tester Microsoft Dynamics. Oui. Mais on est limité, je crois, à 15 jours, il me semble. Hein. Oui, c'est quelque chose du genre. Ouais. Et du coup, c'est un peu juste de pouvoir par exemple, se consacrer au test du produit tout en continuant son activité en parallèle. Oui, c'est sûr que… oui, alors effectivement, ouais, là, je n'ai pas trop de réponses à apporter parce que
effectivement, sur chacune des solutions, c'est soit en temps, soit en volume, où on a de la gratuité, en volume de consommation de services. Je n'ai pas forcément plus de réponses à apporter par rapport à ça. Ouais. Et est-ce que l'abonnement peut être coupé de manière assez facile ou est-ce que c'est un engagement d'1 an ou de plusieurs mois? Non, sur les abonnements, sur la Power Platform, en plus, c'est à l'usage, en fait. Donc, quelque part, par exemple, si je prends toute la partie Power Apps, là, je suis en train de regarder en même temps, c'est 4,20 € par utilisateur, par application, par mois. Et on peut utiliser en plus derrière des solutions comme AI Builder, on a des crédits d'utilisation pour pouvoir intégrer de l'intelligence artificielle. Donc, quand on reste à un stade mono-utilisateur, voire 2 utilisateurs, c'est des coûts d'une quinzaine, vingtaine d'euros en utilisant 3-4 services différents de la Power Platform. Mais Ça reste quand même quelque chose de très, très peu cher, même en test, Alors, ce n'est pas pareil sur Dynamics, parce que Dynamics, c'est une application à proprement parler. Ça ne fait pas partie en fait, de la Power Platform. C'est vraiment c'est vraiment un outil spécifique, entre guillemets. Mais il y a une chose que j'ai du mal à cerner, c'est cette notion d'abonnement par utilisateur. Si on prend l'exemple de PowerPage, et donc du coup qu'on crée un site internet public, qu'est-ce qui est considéré comme utilisateur? Celui qui crée le site ou les visiteurs? Non, c'est celui qui crée le site. Après, sur la partie visiteur, dans la mesure où on va avoir de l'hébergement, il va y avoir probablement, alors je ne connais pas, je ne suis pas spécialiste en termes de tarification, mais il va probablement y avoir de la tarification en volume descendant et en volume de bande passante. Oui, sur la bande passante, c'est principalement ça. Alors, je n'ai pas regardé parce qu'en fait, en plus, il est assez récent, notre outil PowerPage, donc je n'ai pas regardé ces aspects de tarification, mais on doit pouvoir regarder si je trouve quelque chose. Est-ce que ce serait déconnant d'imaginer avec cette solution de se faire un CRM? Ça dépend jusqu'où on veut aller sur la partie CRM. C'est-à-dire, si on va utiliser… Parce que si on prend Dynamics CRM, là, on a un outil qui est déjà prêt, qui va contenir tout un tas d'éléments, qui va permettre d'être customisé très rapidement et on va pouvoir créer quelque chose de complet, entre guillemets, qui va répondre à quasiment tous les usages, qu'on soit dans des petites PME, qu'on soit dans des très grosses structures. Donc, on peut vraiment la customiser comme on veut. Après, si le besoin que l'on a en termes de CRM est plus limité, je pense qu'on peut faire quelque chose d'assez déjà avancé avec la Power Platform. Donc, tout dépend jusqu'où on veut aller, en fait, dans le CRM. J'ai essayé un Dynamics 365. Rien que déclarer pour l'auto-entrepreneur, donc la gestion de la TVA, en fait, je ne suis même pas arrivé. Non, Dynamics, ça nécessite quasiment d'avoir du consulting pour vous accompagner sur la création. C'est des malins chez Microsoft. Non, mais ce n'est pas ça. Mais c'est en fait le vrai problème, et c'est ça toute la difficulté, c'est d'être capable d'avoir des produits qui vont à la fois répondre à des toutes petites structures et de l'autre côté à des très gros mastodontes, parce que Dynamics CRM, ça peut être utilisé par des très grosses structures, type L'Oréal, type Société Générale ou autre. Donc forcément, on répond à l'exhaustivité de tout un tas de problématiques que l'on n'a pas quand on est auto-entrepreneur ou quand on est sur une TPE. C'est certain. Et donc, c'est peut-être un petit peu trop riche d'avoir une plateforme comme ça si on veut adresser des besoins qui sont très, très simples. Oui, d'où ma question. En fait, moi, j'ai vu, je pense que moi, j'appellerais ça une usine à gaz, mais c'est très complet et ça dépasse largement mes besoins, en fait. Oui, de la même façon. Je me perds, en fait. Utiliser un SAP pour une petite structure, ça ne va certainement pas être adapté. Donc, la cible de Microsoft Dynamics, c'est les grosses PME ou c'est un peu moins de la TPE, c'est plutôt de la grosse PME. Les très grosses entreprises, elles, auront probablement investi dans SAP, même si on se positionne en concurrent. Aujourd'hui, notre cible est plus toutes les grosses PME qui ont à peu près le même besoin que les grosses entreprises, mais voilà, qui ont peut-être un petit peu moins de
de ressources pour aller développer du custom, quoi. Donc, moi, je pense qu'à travers la Power Platform, on peut déjà adresser beaucoup de choses parce que dans Dataverse, on va pouvoir unifier tout un tas de sources de données, on va pouvoir faire du stockage de données, on peut très bien faire du stockage à travers on peut s'instancier sur Azure, par exemple, une instance SQL Server pour aller stocker de la donnée et après la consommer à travers du flow, la consommer à travers différentes solutions. Après, ce qu'il faut faire, c'est peut-être par rapport à votre CRM, décomposer ce que vous souhaitez obtenir. Parce que comment vous allez à la fois collecter de la donnée et comment vous allez utiliser cette donnée pour être plus efficace dans vos actions, puisque ça va être ça l'objectif de votre CRM. Effectivement, c'est à étudier, mais surtout, d'où ma question par rapport à la possibilité de la durée des tests. Oui, après, je pense que tant que vous restez mono-utilisateur, effectivement, vous êtes sur des tests qui vont vous coûter 10 €, 15 € par mois, quoi. Donc, ce n'est pas forcément non plus des coûts très compliqués. Oui. Ce n'est pas comme effectivement un produit où vous devez payer déjà une année complète. Là, on reste sur des tarifications qui sont quand même accessibles, entre guillemets. Mais par exemple, dans les modules qui sont à notre dispo, est-ce qu'il y a des modules qui sont là pour, partant de données, construire un PDF et un PDF accessible? Alors, ça, c'est une question différente. C'est-à-dire, si je prends un document Word pour aller créer un PDF, je vais pouvoir le faire. Donc, à partir du moment où je peux automatiser des processus, je vais pouvoir automatiser la création d'un PDF à partir d'un document Word. Après, la question, ce n'est pas cet export qui va régler le problème d'accessibilité. Le problème d'accessibilité doit être traité en amont sur la source du document. Donc, votre document Word, est-ce qu'il est accessible? Est-ce que le vérificateur d'accessibilité a été utilisé pour s'assurer que le PDF résultant sera bien accessible? Ça, c'est presque un autre sujet. D'accord. Après, comme on le voit quand je crée un document, le vérificateur d'accessibilité me fait des recommandations. La correction de ces recommandations, c'est pas quelque chose aujourd'hui d'automatisable. Ce que je veux dire par là, c'est que je pourrais imaginer, par exemple, d'analyser un document Word et à travers ce document Word, d'aller, par exemple, regarder tous les endroits où le contraste n'est pas suffisant avec de l'intelligence artificielle, voire même un PDF. Mais derrière, quelle couleur je vais mettre pour corriger le problème, ça, c'est aujourd'hui une décision manuelle. Ce n'est pas tellement une décision automatique, quoi. Mais justement, quand vous dites, après, je pose des questions, mais si d'autres ont des questions, je laisse la place aussi. Hein. Vous construire un PDF à partir d'un document Word, est-ce que ça implique de travailler avec la version en ligne de Word ou est-ce qu'on peut travailler avec la version locale? Non, vous pouvez utiliser la version en ligne. La version online, elle inclut le vérificateur d'accessibilité. Oui, non, par contre, justement, en termes d'accessibilité, la version en ligne, il n'est pas top. L'accessibilité de l'interface. Oui, parce que c'est moins… par nature, une application web est moins accessible qu'une application locale. Ça, c'est sûr, hein, c'est évident, mais ça, c'est inhérent au web. Ça permet d'isoler, entre guillemets, ce qui va tourner dans l'application web par rapport à la machine, donc éviter qu'elle soit, entre guillemets, perturbée par le fonctionnement de l'application. Par contre, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut, du coup, dans l'application web, quoi. Mais ouais. Là encore, sur la partie Office installée localement, les coûts ne sont pas non plus des coûts complètement exorbitants si on reste sur des modèles, des installations faibles, quoi. C'est de l'ordre de 7-8 € par mois, je crois. Non, moi j'ai la version business. Oui. Mais, et du coup, oui, ça me coûte 12,60 € exactement. Vous avez le prix. Oui, je le paye tous les mois. Donc. Mais du coup, je préfère travailler comme ça. Je préfère travailler en local que…
Non, mais moi, je suis aveugle, hein, donc du coup, pour moi, c'est beaucoup plus simple comme ça. non, mais c'est plus simple, effectivement, pour quelqu'un de non-voyant. Maintenant, on a des entreprises qui, par exemple, fournissent à certaines catégories de leurs employés des versions installées localement, mais vont avoir des utilisateurs très, très occasionnels pour qui une version online peut être largement suffisante. Mais pour ces utilisateurs occasionnels qui ont des besoins d'accessibilité, ils décident de leur installer des licences installées localement. Moi, j'ai déjà des exemples comme ça dans certains ministères, par exemple, pour faire des économies de coûts plutôt que d'acheter une version installée localement pour tout le monde. Ils font le choix en disant ces utilisateurs-là, eux, n'auront qu'une version online. Par contre, d'autres auront une version installée localement. Mais après, je ne sais pas, pour un voyant, est-ce que ça change beaucoup de choses entre la version en ligne et une version locale? Non, ça se présente à peu près de la même façon. Ce qu'il y a, c'est que par exemple, si je prends par exemple le vérificateur d'accessibilité, sur la version en ligne, j'ai un bouton sur lequel je vais devoir appuyer chaque fois que je vais vouloir rafraîchir la fenêtre du vérificateur d'accessibilité, alors que sur la version installée localement, chaque fois que je corrige ma page, automatiquement, l'élément corrigé va disparaître de la fenêtre vérificateur d'accessibilité. Mais ça, c'est une erreur web parce qu'il faut un aller-retour. Quand on est sur l'application web, il faut un aller-retour serveur pour réanalyser la page et supprimer ce qui a été corrigé, alors que quand je suis installé localement, tout est fait localement en fait. D'accord. Mais visuellement, ça ressemble vraiment beaucoup. C'est-à-dire, je lance l'application Word, par exemple, sur Internet. J'ai l'impression d'avoir l'interface de Word avec les boutons positionnés à peu près au même endroit. Et donc, voilà, ça ressemble vraiment beaucoup quand même. D'accord. Philippe, j'ai une autre question de Christine. Ah, ok, ça marche. Oui, Christine se demandait du coup comment s'appelle le langage pour locoder sur PowerPage. Alors, en fait, aujourd'hui, ils ont créé en fait ce qui s'appelle PowerFX, qui est ce langage en fait qui va être uniformisé sur l'ensemble des applications. Mais quand on va designer, quand on va créer une Power Page, on a tout un environnement graphique pour aller ajouter des champs comme on l'a dans Power Apps en fait. Ok, très bien. Merci beaucoup. Je ne vois pas d'autres questions pour le moment. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut poser une dernière question avant qu'on puisse conclure l'atelier. Peut-être laisser une minute. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat ou à l'oral, c'est le moment, c'est le dernier moment, mais voilà, si après il y a des questions qui vous viennent ou d'autres sujets numériques que vous avez envie de creuser, n'hésitez surtout pas à nous les remonter. Après, on pourrait, si le besoin est là, s'il y a une brique ou un sujet sur lequel vous voulez creuser par rapport à cette Power Platform, on peut très bien faire venir quelqu'un pour vous faire des démos et prendre un cas particulier et vous montrer comment ça marche. Mais à ce moment-là, il faut choisir un peu les différents sujets parce qu'un workflow, c'est assez facilement démontrable parce qu'en quelques clics, on peut créer un workflow. Il faut simplement imaginer le cas d'usage. Quand on va développer une Power Apps, ça peut être un petit peu plus compliqué. Mais pour ça, vous avez vraiment, vraiment beaucoup de vidéos qui peuvent vous expliquer comment ça marche. Donc, n'hésitez pas à aller regarder un peu ce qui existe sur Internet. Merci Philippe. Effectivement, ce qu'on vous propose, c'est qu'on vous enverra un lien après cet atelier il y aura un questionnaire de satisfaction et dedans, vous pouvez effectivement nous remonter s'il y a des besoins sur certaines applications sur lesquelles vous souhaiterez faire un focus. J'ai une dernière question avant de conclure de Christine qui est: est-ce que donc une personne aveugle peut construire un site web avec PowerPage? C'est une bonne question. Je dirais que dans l'absolu, oui. Dans l'absolu, oui, parce que l'interface est accessible. Par contre, je n'ai pas tout testé avec un lecteur d'écran. Mais je serais preneur de l'info.
Non, ce que je veux dire, c'est que ça se tente, hein. Ça se tente. Après, c'est un site web, donc quelque part, il faut imaginer graphiquement aussi comment le site web va apparaître. C'est-à-dire créer un site web, si c'est uniquement un label, un champ et donc des pages extrêmement simples, ça doit être possible de le faire. Si je veux construire un site web ergonomique, joli, avec voilà, quelque chose de graphiquement joli, il y a un certain nombre de templates qui existent, qui sont fournis. Donc, on peut partir de templates de pages pour les agrémenter, les modifier, etc. Par contre, c'est toujours limitant, entre guillemets, parce que se rendre compte réellement de ce que ça peut donner, c'est un petit peu comme dire je veux créer une présentation PowerPoint qui est au top. On peut créer une présentation PowerPoint même si on est non-voyant et correctement positionner les composants sur la page. Maintenant, ça va être extrêmement long et probablement beaucoup plus coûteux qu'une personne qui a toutes ses capacités visuelles, hein. Malheureusement, c'est quand même des environnements qui sont par nature très graphiques. C'est comme Power BI. Si on crée un tableau dans Power BI, pas trop de soucis. Je peux même créer des graphiques automatisés. Dès que je vais vouloir aller un peu plus loin, ça risque d'être un peu compliqué. Moi, j'aurais une dernière question très, très, très générale Oui. et intéressée. Comment on peut faire pour collaborer avec Microsoft pour travailler sur l'accessibilité de ces outils? Alors, on a une équipe, mais qui malheureusement est une équipe aux États-Unis, que l'on peut contacter avec le mail que je vais vous mettre dans le chat, qui est idad@microsoft.com. Donc, c'est Enterprise Disability Answer Desk, c'est l'acronyme. Donc, je vous le mets. Donc, ça veut dire qu'on peut les interroger en anglais. Parce qu'il y a un support en fait qui existe en français, mais c'est plus un support utilisateur qu'un support entre guillemets bug. Donc, si vous allez sur le site, alors je vais vous donner aussi le lien pour le support. Hop. Toc, une petite seconde. Support, c'est ici. Voilà, je vous mets un lien vers le support utilisateur qui, lui, est un support en français. Et vous pouvez toujours leur remonter des éléments. Par contre, je ne suis pas certain qu'ils soient aussi performants et aussi pertinents que le support que l'on a en anglais aujourd'hui. D'accord. Mais là, c'est remonter des bugs. Mais je veux dire, en tant que prestataire, il y a moyen ou pas? Il y a des besoins, il y a des possibilités ou pas du tout? On a beaucoup d'experts en fait déjà, hein, sur le sujet. Donc, il y a des équipes complètes aux États-Unis. On a toutes les équipes. On a en fait ce qu'on appelle Enterprise Resource Group, des IRG, qui sont des personnes en situation de handicap aux États-Unis qui travaillent à plein temps sur le sujet de l'accessibilité des solutions. Donc, en fait, si on regarde, on a notre patronne de l'accessibilité qui s'appelle Jenny Lefleury, donc qui est une personne qui est déficiente auditive et qui fait le pont entre, d'un côté, les équipes produits, donc qui développent des solutions, et de l'autre côté, les Enterprise Resource Group, donc qui remontent voilà, des besoins ou des problématiques d'accessibilité en tant que personne en situation de handicap. Donc, il y a déjà beaucoup de monde en fait sur le sujet. Et de toute façon, c'est aux États-Unis, c'est pas en France. Oui, en France, non, en France, moi, mon rôle en France est principalement de collecter justement des remarques ou des difficultés que peuvent rencontrer certains utilisateurs pour le remonter vers les États-Unis et prioriser éventuellement quelques corrections, développements, évolutions. Mais ça se limite ici. Enfin, c'est-à-dire, de temps en temps, si je prends par exemple, si vous êtes non-voyant, vous devez connaître Seeing AI. Typiquement, la localisation de Seeing AI, c'est moi qui ai travaillé dessus. Donc, tous les textes et toutes les traductions ont été faites par moi. Maintenant, je n'ai rien développé. Je me suis contenté de remonter les meilleures traductions possibles pour voilà, faire que l'application qui arrive en France soit correctement localisée, quoi. D'accord. J'ai peut-être une dernière question. Oui, vas-y Virginie. Ah oui, tu peux la poser, Alexandre. Oui. C'était donc de la part de Sanjo qui demandait si jamais les données étaient hébergées dans un cloud classique
ou quantique, car tu as parlé de Azure tout à l'heure, qui pour lui semblait correspondre au département quantique Microsoft. Non, Azure, ce n'est pas le département quantique. Azure, c'est la plateforme cloud de Microsoft globale, hein, dans lequel potentiellement, quand on aura des ordinateurs quantiques en production, ils viendront renforcer la capacité de ces serveurs. Mais en fait, la plateforme Azure, c'est l'ensemble de l'environnement à la fois de stockage et de calcul. Donc, c'est les fermes de serveurs en fait, qui sont à disposition de nos clients et dans lesquels tournent un certain nombre de services. Et donc, c'est localisé en fonction des zones géographiques. Donc, il y a des data centers un petit peu partout dans le monde. Donc, il y a des très gros data centers qui aussi se chargent de synchroniser les données pour des plateformes internationales, donc pour des clients internationaux. Et pour des clients qui sont purement français ou qui ont des besoins purement français, c'est hébergé sur des serveurs. Donc, on a 2 fermes de serveurs en France pour héberger en fait les données. Et on les a créés en France uniquement pour répondre aux problématiques de stockage de données médicales, puisque c'était une condition nécessaire pour pouvoir entamer une procédure de reconnaissance de capacité d'hébergement de données de santé, donc de permettre de faire des projets de recherche sur la santé en France, notamment. Merci à tous. Il est 18h04. Ce que je vous propose, c'est de passer à la conclusion. Et d'ailleurs, avant de conclure, je voulais vous partager une actualité HUB qui, alors, n'est pas forcément en lien avec, pas du tout en lien même avec le sujet du jour, mais qui peut vous intéresser en tant qu'entrepreneur du réseau HUB. On organise le 8 novembre 2022 les trophées HUB Entrepreneurs au Carreau du Temple à Paris. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une soirée à la fois un peu festive et prestigieuse qui vise à mettre en lumière des parcours d'entrepreneurs en situation de handicap. Et je vous informe de ça aujourd'hui parce que l'appel à candidature vient d'être lancé. Donc, si en tant qu'entrepreneur, ça vous intéresse de candidater, je vous envoie le lien. Voilà, encore une fois, ce n'est pas lié au sujet numérique du jour, mais je pense que ça peut être intéressant en tant qu'entrepreneur pour candidater aux différentes catégories de ces trophées. Voilà. Également, on vous enverra un questionnaire de satisfaction, comme je vous le disais. N'hésitez surtout pas à nous remonter tous vos retours et surtout les thèmes que vous souhaiteriez voir abordés sur ces ateliers. Nous, ça nous aide justement à définir les prochains ateliers et on vous tient au courant de la date et du thème du prochain rendez-vous numérique avec Microsoft. Voilà, merci beaucoup à vous. Merci à Aurélie qui a interprété tout ça pendant 1h30. J'espère que ça a été. Et merci également à Philippe pour ses éclairages qui sont toujours très intéressants. À très bientôt. À bientôt. Merci, bonne soirée. Merci Aurélie.